Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, moi j'aimerais aujourd'hui vous parler du diagnostic du TDAH. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux faire ça avec toi? Est-ce qu'on peut faire le diagnostic ensemble? Etc. Mais qu'est-ce que ça va changer? Et puis toutes les questions qu'on peut se poser aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Est-ce que je dois me faire diagnostiquer ou pas? Etc. etc. Donc déjà, moi, ce que je voulais vous dire par rapport au fait de faire le diagnostic avec moi ou avec toute autre personne, coach, qui s'occupe des personnes qui ont un TDAH, moi, je vous déconseille. Alors, c'est-à-dire que oui, on peut faire ensemble un pré-diagnostic. J'ai tous les tests à la maison pour faire ce pré-diagnostic-là avec vous, il n'y a aucun souci. Par contre, je vous encouragerais toujours d'aller faire on va dire, un vrai diagnostic chez un ou une psychologue ou psychiatre, parce que c'est pour la simple et bonne raison que le TDA, souvent, ne vient pas tout seul et peut avoir des troubles associés, ce qu'on appelle les troubles associés. Il peut y avoir des troubles de l'anxiété, il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir aussi d'autres troubles plus importants comme le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme, le syndrome Asperger, etc. Il y a plusieurs choses qui peuvent venir aussi en lien avec ce TDAH. Donc c'est pour cette raison que moi je vous encouragerais toujours d'aller voir un psy ou une psy, psychologue ou psychiatre, afin de faire le test. Bon, maintenant on me demande souvent, est-ce que vraiment c'est nécessaire que je fasse ce diagnostic? Qu'est-ce que ça va changer? Enfin voilà. Les personnes se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Alors moi, ce que je voulais déjà faire dans un premier temps, c'est vous partager ma propre expérience. Parce que moi, j'ai été diagnostiquée sur le tard, donc pas en étant ni enfant, ni ado, ni jeune adulte par ailleurs. J'ai été diagnostiquée il y a 3 ans, donc à l'âge de 44 ans. Et puis, donc je suivais une thérapie chez un psychiatre. Et puis, cette personne a commencé à me parler du sujet du TDAH. Je savais ce que c'était dans les grandes lignes, mais je m'étais jamais penchée dessus. Et pour moi, j'avais surtout une idée d'un trouble de l'attention. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est décrit. C'est le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc moi, j'avais ça en tête. Et c'est vrai que quand j'entendais TDA, bah, je voyais surtout des enfants TDA hyperactifs en train de sauter partout, etc. Bon, il se trouve que c'est un peu plus complexe que ça, chez les enfants aussi. Moi, je vous parle des adultes, hein, principalement, mais sachez juste que chez les enfants, bah, déjà, c'est avec ou sans hyperactivité, donc on peut avoir tout à fait un TDA sans être hyperactif, et donc ça se traduit différemment, c'est tout à fait possible. Mais je ne veux pas parler des enfants pour l'instant parce que c'est particulier. Sachez que le TDAH ne se traduit pas de la même façon exactement chez les enfants, chez les adolescents et chez les adultes non plus. Donc moi, j'accompagne des adultes qui ont un TDAH à réussir leurs projets, principalement des entrepreneurs ou des solopreneurs, à réussir leurs projets, que ce soit un projet professionnel, personnel ou artistique. Pourquoi? Parce que, je fais une petite parenthèse là, mais pourquoi? Parce que le TDAH, bah, finalement, vient à l'encontre complètement des facultés et de ce qui est demandé à un entrepreneur de développer au maximum, c'est-à-dire le passage à l'action, d'avoir une vision de son entreprise, de ce qu'on souhaite développer, euh, etc., etc. Et bien, parmi les symptômes les plus courants et les plus forts du TDAH, on parle de dysfonctionnement des fonctions exécutives, donc une difficulté à passer à l'action. Et puis, souvent avec le TDA vient aussi un manque, comme un manque de clarté, de vision pour l'avenir. Et certains spécialistes du TDAH parlent de myopie du futur. Donc c'est vraiment, voilà, on comprend là maintenant vraiment que de base, sur le papier, entrepreneur et TDAH, c'est pas sur le papier, c'est pas la meilleure des combinaisons. Maintenant, ce que beaucoup de gens oublient de rappeler, c'est que le TDAH, oui, il y a des symptômes, oui, il y a des choses qui sont pas simples, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à adapter, voilà, à s'adapter, à savoir qu'on fonctionne de telle façon. Et du coup, quand on sait qu'on fonctionne comme ça, ben, on peut mettre en place des choses qui vont aider. Mais ce qu'on oublie souvent de rappeler, et ce que j'essaie toujours de rappeler, c'est que
il n'y a pas que des côtés négatifs, il y a aussi beaucoup de côtés positifs. Les personnes qui ont un TDAH sont des personnes extrêmement créatives, ingénieuses, inventives, qui ont beaucoup d'idées, etc. Par contre, du coup, cette fois, cette difficulté à les mettre en place et à les maintenir sur le long terme. Mais n'oublions pas ça, c'est aussi beaucoup de, même presque de super pouvoirs, hein. On pense que Albert Einstein avait probablement un TDA et que tous les grands génies de l'époque, et je dis pas ça pour nous rassurer, mais bon, je trouve que ça fait toujours plaisir de rappeler ça, que les plus grands génies avaient probablement un TDA d'après certaines études qui ont pu être faites. Voilà, je voulais rappeler ça. Donc, le diagnostic, plutôt chez un psychologue ou chez un psychiatre, nous, on peut faire un pré-diagnostic. Ça va être le même test, hein, grosso modo, que vous allez faire chez un psy ou un psychiatre. Mais bah, moi, je suis pas psy et je n'ai pas... juste, c'est pas le même métier et donc je ne pourrais pas déceler si vous avez un autre trouble associé, etc. Donc, c'est pour ça. Peut-être ce que je peux faire, c'est vous parler de ma propre expérience. Parce que moi, quand on m'en a parlé du sujet du TDAH, donc chez un psy, il y a 3 ans, au début, bon déjà, j'en avais déjà entendu parler, je savais plus ou moins ce que c'était, mais en fait, j'avais une fausse idée de ce qu'était le TDAH vraiment. Pour moi, une personne avec un TDAH, c'était plutôt déjà un enfant, et puis c'était plutôt un enfant hyperactif qui saute partout, etc. Or, bah déjà, c'est pas que les enfants, ça touche également les adolescents et les adultes. Et puis, c'est pas forcément un enfant qui saute partout parce que ça, c'est lié à l'hyperactivité et le TDAH, comme son nom l'indique, c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc, il y a des enfants qui ont un TDA mais sans hyperactivité. Et puis, trouble de l'attention, je trouve que c'est relativement mal défini, parce que oui, bien sûr, il y a des difficultés. Enfin, après, ça dépend des personnes, hein, c'est différent pour tout le monde, mais bien sûr, il y a une sorte de difficulté à maintenir l'attention sur des tâches, surtout si elles sont ennuyeuses, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous ne voyez pas trop ce que c'est le TDA ou si vous ne savez pas quels en sont les symptômes, je vous invite à voir mes deux précédentes vidéos. Il y en a une sur qu'est-ce que le TDAH et l'autre sur les symptômes du TDA. Donc je vous invite à aller voir en complément de celle-ci. Ici, on va parler vraiment aujourd'hui du diagnostic, pourquoi le faire, etc. Donc, moi, quand on m'en a parlé, bah déjà, j'avais une fausse idée de ce que c'était. Euh, En deux, je me suis dit, bon, c'était il y a 3 ans, donc j'avais 44 ans. Je me suis dit, bon, ok, j'ai vécu 44 ans avec. En fait, en gros, ça va pas changer ma vie de savoir si j'en ai un ou pas. Et du coup, j'ai fait un peu l'autruche pendant quand même plusieurs mois. Et j'ai pas voulu faire le diagnostic. Je me suis dit, ça sert à rien. Bon, malgré tout, le fait qu'on m'en ait parlé, bah, du coup, j'ai quand même commencé à me renseigner sur ce que c'était plus précisément. Et puis, je me suis dit, bon, mince, je coche quand même pas mal de cases, donc je vais aller plus loin. Et puis, finalement, j'ai fait le diagnostic quelques mois plus tard. Bon, bah, sans grande surprise par rapport aux résultats, on va dire. Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Bon, bah déjà, ça a changé pas mal de choses puisque j'ai réorienté du coup mon activité de coaching pour des adultes et plus précisément pour des entrepreneurs ou des porteurs de projets qui ont un TDAH. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte malgré tout de tout peut-être ce que j'avais peut-être fait ou pas fait dans le passé et qui était lié à ce TDA qui n'avait pas été diagnostiqué avant. Et tant que j'étais salariée, finalement, ça allait, ça me posait pas plus de problèmes que ça, le fait d'avoir un TDA. Parce que j'avais une structure, j'étais liée à une structure, il y avait une hiérarchie, des collègues, etc., des gens qui attendaient de moi des choses, et du coup, j'avais pas le choix. Par contre, il y a 3 ans aussi, c'est arrivé tout en même temps, quand je me suis retrouvée à 100%, enfin, quand je me suis retrouvée, quand j'ai fait le choix et quand j'ai décidé d'être à 100% indépendante et de monter mon propre business, et bien là, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de symptômes du TDAH qui sont ressortis vraiment très fortement. Et du coup, j'ai été vraiment, il y a 3 ans, dans l'incapacité d'organiser mes journées, de planifier mon temps.
d'avoir une vision claire de ce que je voulais faire exactement, de là où je voulais aller, etc., etc. Et donc, je me suis, au fil des ans, là, depuis 3 ans, où je me renseigne, où j'apprends sur le TDAH, sur l'entrepreneuriat aussi, sur le mindset, j'ai vraiment changé beaucoup de choses à ce niveau-là. Je me rends compte aujourd'hui de la difficulté que ça peut être d'avoir un TDAH et de vouloir en même temps développer un projet, qu'il soit personnel, professionnel ou artistique. C'est pour tout le monde pareil. On est confronté à des difficultés qui vont à l'encontre même de l'entrepreneuriat ou de la concrétisation d'une idée, d'un projet. Principalement, je ne vais pas refaire tous les symptômes, hein, il y en a pas mal et on peut ne pas tous les avoir, bien évidemment, hein. Je rappelle vite que pour être diagnostiqué comme ayant un TDAH, on doit avoir au minimum 5 symptômes qui impactent notre vie de façon négative et récurrente. Voilà, pour être diagnostiqué comme ayant un TDAH. Parce que je fais une petite parenthèse là. Ça m'est arrivé qu'il y a des gens qui me disent oui, moi j'ai été diagnostiquée, j'ai un TDA. Et ensuite, bah, je leur demande, ok, et comment ça se traduit en fait, quelles sont les problématiques du coup que tu rencontres, etc. Puis bah, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me réponde, non, non, mais moi tout va bien, j'ai aucun problème. Et en fait, bah, si t'as aucun problème, t'as pas de TDA, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si tu n'as pour être diagnostiqué, je le répète, pour être diagnostiqué comme ayant un TDAH, tu dois avoir au minimum 5 symptômes qui impactent négativement ta vie. Bon, voilà, qui a un impact négatif, donc c'est pas rien. Et du coup, ben, on peut pas dire non, j'ai pas de souci, quoi. Et de façon récurrente, parce que je le dis souvent comme ça, sous le ton de l'humour, mais tout le monde oublie ses clés ou son portable un jour, mais non, tout le monde n'a pas un TDAH. Tout le monde a plus ou moins du mal à se concentrer un moment ou un autre sur une présentation, sur quelque chose qui est ennuyeux ou à finir une tâche qui est ennuyante. Et c'est pas pour ça que cette personne a un TDAH, forcément. Voilà, je voulais clarifier ça. Donc, à quoi ça m'a servi de savoir et d'avoir le diagnostic? Bah déjà parce qu'effectivement, j'ai réorienté tout mon coaching et tout mon propre business. Donc bon, ça, évidemment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais au-delà de ça, je dirais, si vous voulez faire le diagnostic du TDAH, ou vous posez la question si vous devez le faire, pas le faire, etc. Je dirais aussi que ça m'a permis d'avoir plus de clarté et de comprendre surtout. De comprendre des modes de fonctionnement dans le passé, de ce que j'ai fait ou pas fait. Et, euh, et du coup, de mettre comme une sorte, comme un éclairage là-dessus, de mieux comprendre comment je fonctionne, et du coup, de pouvoir ajuster ben, ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire. Je peux vous donner par exemple un exemple concret de quelque chose que je partage aussi à mes clients qui se posent la question, le TDAH à l'âge adulte, le côté hyperactif, souvent, il se traduit plus en sorte d'agitation mentale, d'énormément de pensées en arborescence et qui vont un peu dans tous les sens et donc du coup un manque de clarté, etc. Il peut y avoir le côté aussi très impulsif, alors que pour la plupart du temps c'est difficile de faire des choix. Il y a tout à coup ce côté impulsif qui prend le relais et on prend des décisions comme ça sur le coup, impulsives. Et ben, on le sait, prendre des décisions sur le coup d'une émotion, etc., c'est jamais une bonne idée en fait. Il vaut mieux attendre. Donc, bah, si on sait qu'on a ce TDA, ce côté impulsif, on peut mettre en place deux, trois trucs en fait pour s'en sortir. Je sais pas vous si ça vous est arrivé, mais moi, combien de fois ça m'est arrivé le soir, des fois, de scroller bêtement sur mon téléphone, de voir une offre incroyable, parce que forcément, elles sont toujours incroyables à ce moment-là, et de me dire oui, j'en ai absolument besoin, et de payer, même si c'est pas très cher, même si c'était juste, je sais pas, une masterclass ou un truc, ok, bah c'est vite 20 euros, 50 euros, 100 euros, etc., etc. Et puis, du coup, ben, c'est des petites dépenses, mais c'est des dépenses qui, les unes après les autres, ben, font des grosses dépenses. On parlera peut-être une fois, je ferai une autre vidéo sur tout le côté finance, argent, parce que c'est super important aussi. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais, en quoi ça m'a aidé, maintenant je sais en fait que j'ai ce côté impulsif et que je vais avoir cette tentation
d'achat, hein. On pourrait parler dans les magasins d'achat impulsif à la caisse, mais malheureusement, heureusement dans certains cas, mais malheureusement avec Internet, bah, c'est aussi tellement facile de faire des achats impulsifs avec son téléphone. En 2 clics, on a acheté n'importe quoi. Donc, sachant ça, maintenant, si... Bon, alors déjà, j'ai beaucoup avancé aussi au niveau du mindset, c'est-à-dire que je ne scrolle plus tellement le soir sur mon téléphone, ça c'est déjà une première chose. Mais si ça m'arrive encore de le faire de temps à autre, je sais que si je vois passer une offre à ce moment-là, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 9 euros, même si c'est 17 euros, je me dis non, attends demain. Si c'est une petite chose, j'attends demain. Et le lendemain, la plupart du temps, j'en ai plus besoin bizarrement ou moins, etc. Et si le lendemain, je me dis ah oui, oui, non, quand même, c'est cool, ok, bah à ce moment-là, je peux prendre. Et puis si c'est quelque chose de gros, une grosse décision à prendre pour un gros investissement, et ben je me laisse le temps d'attendre une semaine. Si dans une semaine je me dis ok, j'ai vraiment besoin de ça, bon bah ok, j'y vais. Voilà, et ça c'est un truc que vous pouvez vraiment appliquer directement. C'est si tu peux attendre un jour ou une semaine ou quelques jours, et puis tu te dis que oui, c'est vraiment essentiel, tu en as vraiment toujours besoin, bah ok, à ce moment-là c'est ok. Et puis la deuxième chose par rapport à l'argent toujours, c'est il y a une règle de base qui est si je ne peux pas me l'offrir 2 fois, je ne peux pas me l'offrir une fois. Souvent, les personnes qui ont un TDAH aussi vont avoir tendance à dépenser beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des problèmes de finances, de gestion des finances, de gestion de leur argent. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Si vous ne pouvez pas vous l'acheter une fois, si vous ne pouvez pas vous l'acheter 2 fois, eh bien, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous l'acheter une fois. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport au diagnostic? Oui, on m'a demandé des fois comment ça se passe. Alors comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour moi déjà? Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire, mais je ne pense pas. De base, c'est vraiment un questionnaire assez long euh, sur votre situation actuelle, sur comment vous réagissez maintenant, et puis comment vous réagissiez aussi dans le passé en tant qu'enfant, voire adolescent. Avec toutes ces questions et toutes ces réponses, le psy ou la psy va émettre elle-même un avis sur la question. Donc en fait, c'est pas le TDAH, c'est pas, on est d'accord, hein, c'est pas une maladie, c'est pas une science exacte, c'est pas une prise de sang et puis oui, on a un TDA, non, on n'a pas de TDA parce que le TDA peut varier aussi au cours de la vie, peut évoluer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut en ressentir beaucoup plus les symptômes tout à coup, suite à peut-être un changement qui soit professionnel, personnel. Ça peut augmenter les symptômes et puis ça peut diminuer aussi par moments, etc. Donc le TDAH est quand même beaucoup, beaucoup lié à notre environnement. Et par exemple, la même personne, tout pareil, dans 2 environnements différents, bah, il y en a une qui pourrait être diagnostiquée comme ayant un TDAH et l'autre qui pourrait ne pas être diagnostiquée comme ayant un TDAH. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est super important. C'est-à-dire que je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret. Si on prend par exemple une chanteuse. Si on prend une chanteuse qui débute, qui doit tout faire elle-même, qui doit aller contacter faire son réseautage, contacter des gens, qui doit enregistrer peut-être des chansons, un studio, enfin bref, qui est toute seule, qui doit faire beaucoup de choses toute seule, eh bien, si cette personne devait avoir un TDA, il y a fort à parier qu'elle va avoir un TDAH et qu'elle va développer des symptômes du TDAH. Par contre, si on prend la même personne, mais c'est une chanteuse qui est déjà connue, reconnue, et qui a toute une équipe avec elle, qui va gérer ses concerts, sa tournée, etc., etc., bah, il y a de fortes chances que cette personne-là ne soit pas diagnostiquée comme ayant un TDA parce qu'en fait, elle n'est pas confrontée tout simplement aux problématiques que pourrait rencontrer la chanteuse débutante. Voilà, j'espère que c'est clair. Ça veut dire que le TDAH peut vraiment évoluer. Tout ça pour vous dire que bah non, c'est pas juste, voilà, c'est pas une prise de sang qui va définir si vous avez un TDAH ou pas. Je le répète, c'est pas une maladie, c'est un trouble qui peut évoluer en fonction de l'environnement, de la vie, de la personne, etc. Alors, le TDAH, est-ce que c'est une étiquette de plus? On m'a posé cette question il y a pas longtemps et j'aimerais vous dire que moi aussi, il y a 3 ans, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie d'être diagnostiquée parce que j'ai pas envie qu'on me colle une étiquette sur la tête. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que non, c'est pas une étiquette sur la tête.
Ça ne doit pas vous définir en soi, ça ne change pas qui vous êtes, etc. Ça peut juste vous aider à comprendre la façon dont vous fonctionnez. Et du coup, vous aider à ajuster le tir en fonction. Le TDAH, c'est pas une maladie, c'est un trouble. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui se passe physiquement dans le cerveau. C'est de la chimie, c'est les neurotransmetteurs qui font moins bien leur boulot que les personnes qui n'ont pas de TDAH. C'est un circuit de la récompense, de la dopamine qui est plus court que chez les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette quête aussi de récompense rapide, etc., qui peut amener à des comportements d'addiction, que ce soit toutes sortes d'addictions, hein, bien sûr, je ne vais pas tous les citer ici, mais toutes les addictions, en allant du téléphone jusqu'aux drogues, en passant par la dépendance affective et tout ça, ou la nourriture, etc. Tout ça, les personnes qui ont un TDAH ont plus de chances de développer des addictions encore que d'autres, parce que justement, il y a ce circuit de la récompense qui est beaucoup plus court, et donc on est en recherche constante de dopamine. On a besoin de dopamine, et on va faire en sorte d'obtenir cette dose de dopamine en plus, en fait. Et je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus parce que c'est super important. Mais déjà, juste en 2 mots, j'aimerais vous dire qu'il y a des moyens d'avoir plus de dopamine. Il y a plein de moyens d'avoir plus de dopamine. Il y a des moyens qui vont être bénéfiques pour nous. Et puis, il y a évidemment des moyens qui ne sont pas bénéfiques. Donc si on parle de dopamine bon marché, ça va être justement de développer des addictions au téléphone. Et ça, les réseaux sociaux, par exemple, pour une personne qui est en recherche de dopamine, bah, c'est génial parce que c'est hyper rapide. Vous publiez quelque chose et puis vous recevez automatiquement des likes, des commentaires. Il y a des gens qui échangent avec vous et boum, vous avez le rush de dopamine dont vous avez besoin. Par contre, c'est ce qu'on appelle de la dopamine bon marché, c'est-à-dire que ça va vous servir absolument à rien, mais alors absolument à rien du tout, hein. Les likes, les commentaires et tout ça sur les réseaux, ça sert pas à grand-chose. Si vous êtes entrepreneur, etc., ok, peut-être ça flatte 3 minutes notre ego, mais ça ne sert absolument à rien et c'est certainement pas ça qui va vous faire vendre vos services. Petite parenthèse, je connais des personnes qui qui ont très peu de likes ou de commentaires sur leurs publications et qui vendent très bien leurs services. A contrario, des personnes qui ont des 80 likes, commentaires, etc. et qui ne vendent absolument rien. Et ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont confirmé ça. Donc les likes, les commentaires, dopamine bon marché. Tout ce qui est écran, bien sûr, pour les enfants, je pense aussi, hein, dopamine bon marché. Tout ce qui est addictif, la nourriture, etc., bien évidemment, c'est pas terrible. Et je vous parle pas des autres drogues, alcool et autres, évidemment, on saura que c'est pas vraiment génial. Ensuite, il y a des moyens d'obtenir de la dopamine en faisant du sport, par exemple. Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que à petite dose, c'est super. Et en plus, le sport, ça va être super bénéfique pour votre santé, votre morale, etc. Donc génial, allez-y. Il y a des personnes qui vont à l'extrême de ça et en fait qui deviennent justement accros aussi à cette dopamine liée à l'effort physique. Alors j'ai envie de dire c'est toujours mieux que l'alcool ou la drogue, ça c'est certain. Après, ben voilà, ça peut aussi générer d'autres problématiques pour le corps à long terme. Ce que je voulais encore ajouter par rapport au TDAH, c'est que justement, parfois j'ai aussi des personnes qui me disent non, mais moi je me sens pas concernée, j'ai pas de TDA, etc. Bon, ok, bien sûr, hein, je le répète, pas tout le monde n'a un TDAH. Par contre, il y a toute une gamme de personnes qui en fait ont un TDAH, mais qui ont au fil du temps développé ce qu'on appelle des comportements adaptatifs. C'est-à-dire que ils ont mis en place beaucoup de choses pour pallier à ce trouble, pour ne pas se retrouver dans ce trouble, dans ces symptômes qui posent problème. Eh bien, ils ont une capacité d'adaptation qui est énorme et en fait, ils se sont adaptés toute leur vie, toute leur enfance. Et c'est comme ça qu'on retrouve par exemple des personnes. Je vous raconte une histoire que j'ai entendue une fois, un psychiatre qui avait une cliente et qui lui a dit non, ben moi j'ai pas de souci d'organisation, il n'y a pas de problème à la maison, ça roule et tout ça. Et en fait, souvent, le psy va aussi s'intéresser à l'entourage, va peut-être aller voir aussi du côté de l'entourage. Qu'est-ce que l'entourage dit de vous?
Et en fait, il a parlé avec son mari et ses enfants, et puis ses enfants ont dit, non mais maman, à la maison, c'est l'horreur. C'est un camp militaire, tout est cadré, on n'a pas 10 minutes pour nous-mêmes. Ouais, tout est cadré vraiment à la minute près quasiment. Et bah, ces enfants n'étaient pas du tout heureux de cette situation. Tout ça pour vous dire que il y a des personnes qui peuvent ressentir les symptômes tels qu'on les connaît, et puis il y a des personnes qui vont avoir développé un comportement adaptatif qui va à l'extrême inverse des symptômes. C'est-à-dire qu'on va dire qu'une personne qui a un TDAH, de façon générale, hein, aura plutôt tendance à avoir du mal à s'organiser, à organiser son temps et celui de sa famille, par exemple. Et bah, à contrario, voilà, des personnes qui peuvent avoir développé qui se sont surdéveloppées par rapport à ça et qui ont une organisation quasi militaire à la maison. Ça leur permet de ne pas se retrouver face à ce trouble qui peut être très difficile à vivre quand on n'arrive pas à planifier son temps, ses journées. Moi, je l'ai vécu, hein, je vous le redis, quand je suis devenue indépendante, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de mal à m'organiser. C'est pour ça que j'ai créé derrière tout ce que j'ai créé depuis 3 ans, cet accompagnement focus, scénario focus que je vous propose et dans lequel j'ai mis tout ce qui, moi, m'a servi à réussir à m'organiser, à développer, à continuer mon projet, à avoir de la clarté, à avoir cette vision, enfin, à pallier à ce trouble sans tomber dans l'extrême inverse, bien sûr, parce que c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Voilà, j'espère que j'ai répondu au maximum de questions par rapport au diagnostic du TDAH. Si vous en avez d'autres ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et puis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!